problème. Docteur Fakebogo. J'ai un problème quand même qui est fondamental, c'est le chevauchement, n'est-ce pas, des trajectoires. Parce que l'Union africaine a reconnu que l'intégration doit se faire au niveau des sous-régions. Donc finalement, moi j'ai peur que les États soient essoufflés parce qu'il y a un engagement qui est demandé au niveau des CER qui ont été reconnus, mais également des efforts qui sont demandés pour faire marcher l'Union africaine. Rendez-vous vous avez été donné, mesdames, messieurs. Nous y sommes pour cette autre production de regard sur la diplomatie. Vous êtes bien sur Royal FM 88.4, disponible en direct sur Facebook, à l'adresse Royal FM en un mot espace Cameroun. Notre pays vient de commémorer sans célébration officielle sa 48e édition de la fête de l'unité. Et ce soir, nous tentons de voir l'impact du référendum qui marque cet événement dans la politique étrangère du Cameroun. Mais aussi, nous parlerons de l'Afrique dans les relations internationales en montrant le rôle joué par Cheikh Anta Diop à la lumière d'un livre qui vient de paraître sous le titre Cheikh Anta Diop dans la sphère des relations internationales. Ulrich Kemwe est à la mise en onde et au cadrage vidéo de cette émission. Régie d'antenne Carole Prudence Tientieux, coordination éditoriale Bertrand Ona, coordination centrale Roger Kiek de Kiki, supervision générale Pasteur Emmanuel Noël Bissaï. Au microphone, Yves Modeste Ngui. Bonsoir à tous et bienvenue. Vous nous écoutez à l'instant, vous êtes bien sur Royal FM, c'est 88.4, mesdames, messieurs. Vous pouvez nous regarder sur Facebook à l'adresse Royal FM en un mot espace Cameroun. L'émission c'est Regard sur la diplomatie et notre panel est déjà constitué. On va recevoir nos invités. D'abord, à ma gauche, le professeur Jean-Emmanuel Pondy. Bonsoir, professeur.
Bonsoir, M. Ngué. Alors, bienvenue sur Regard sur la diplomatie, c'est bien la première fois et sentez-vous à l'aise. Merci beaucoup, merci. Alors, je vais préciser que le professeur Jean-Emmanuel Pondy, il est spécialiste des sciences politiques, des relations internationales, ancien directeur de l'Institut des relations internationales du Cameroun. Je préfère me limiter là, professeur, parce que ça va très loin. Alors, nous sommes honorés de vous recevoir sur ce plateau. À côté, Fabrice Nemi, bonsoir. Bonsoir, Immodeste Ngué. Vous allez bien? Effectivement, nous portons bien, malgré quelques petits bobos de santé, mais le plus important, c'est que nous soyons debout en ce soir. Très bien. Fabrice Nemi, c'est un habitué de ce plateau. Il est diplômé de l'Institut de relations internationales, chercheur en relations internationales et aussi en histoire de relations internationales. À côté de vous, c'est un historien, Germain Otabela. Bonsoir. Bonsoir, Yves Modeste. Vous pouvez relever un peu votre micro. Très bien. Bonsoir Yves Modeste. Bonsoir professeur Emmanuel Pondy. C'est vraiment un honneur d'être à côté de lui ce soir pour partager ces quelques instants. Alors. Bonsoir à l'autre copanéliste et à tous vos nombreux auditeurs. Alors, vous êtes, historien et doctorant en relations, en histoire des relations internationales. Vous êtes souvent venu également sur ce plateau. Alors, je vais commencer avec vous. Vous avez suivi la communication du chef de l'État avant-hier. Et c'est vrai, il a été dit qu'il a oublié de parler de l'unité, bien que la fête de l'unité, c'était hier. Oui, le discours du président de la République intervient à la veille est intervenu à la veille de la célébration de la fête de l'unité. Certainement, les Camerounais s'attendaient à ce qu'un accent soit mis sur cette fête qu'on n'a pas pu célébrer comme d'habitude, mais le contexte social obligeant, il a plus mis un accent sur la lutte contre la pandémie qui décime de nombreux citoyens. Je crois que c'est le contexte qui a peut-être fait en sorte que la question de l'unité nationale ne soit pas abordée. Encore faudrait-il souligner que d'habitude, il n'y a pas un discours le 19 mai. Oui. Donc, bon, on comprend que dans ce contexte, puisque beaucoup de Camerounais attendaient qu'il intervienne depuis le début de la pandémie, l'occasion s'y est peut-être prêtée pour qu'il dise quelque chose et non sur l'unité nationale. Alors, contexte, et vous, Fabrice Nemi? Déjà, sur l'exégèse qu'on peut faire à ce sujet, tel que, déjà sur le plan de la forme, le discours intervient dans un contexte où, depuis le début de la pandémie, du moins l'arrivée de la pandémie au Cameroun, il a été constaté que le président n'avait pas encore présenté de manière visible et personnelle. Donc il était un peu nécessaire et évident qu'à la veille de la fête de l'unité nationale, que le président puisse tenir ce discours, d'autant plus que le thème choisi par les autorités gouvernementales allait en grande ligne de cette lutte contre le Covid-19. Donc il était nécessaire que le président puisse rassurer les Camerounais sur toutes les dispositions qui ont été prises à travers le Premier ministre et l'ensemble des autorités ministérielles pour leur dire que non, il est là et qu'il est derrière eux dans la lutte contre le Covid-19 et rassurer également les oiseaux de mauvaise augure, si on peut le dire ainsi, qui s'attellent toujours à tenir des propos à l'encontre du président en disant par exemple qu'il serait décidé. Très bien. Alors, professeur, un mot sur cette communication? Enfin, moi, je ne sais pas ce que veulent les Camerounais finalement. Quoi qu'ils disent, il y a toujours qui trouve à redire, je pense. Il n'a pas convoqué sa parole pour parler d'autre chose d'abord. Depuis à peu près 3 mois aujourd'hui, des reproches lui sont faits de manière, je dirais, très très régulière, récurrente. Qu'on ne l'entend pas, on ne le voit pas, on ne le sent pas du tout. Bon, même si, quand même, tous les jours, on voit des actions qui sont faites. Mais c'est vrai qu'il n'avait pas pris la parole, contrairement à d'autres présidents qui l'ont fait, voire 2-3 fois. Et je pense que l'objectif qu'il avait, je suppose, c'était de parler d'abord du Covid-19. Et c'est ce qu'il a fait. Je ne sais pas pourquoi les gens trouvent toujours à redire à propos de tout, non seulement de la parole présidentielle, mais à propos de tout.
je crois qu'il faut quand même, à un moment donné, où il faut justement revenir à l'unité nationale. Parce que ce qu'il a dit, ce que j'ai compris en tout cas, c'est une mobilisation nationale contre un fléau qui ne connaît ni parti, ni région, ni groupes ethniques, ni rien du tout. Je crois qu'il y a un moment où il faut s'élever. Il faut que les acteurs publics s'élèvent et entraînent le peuple camerounais vers des cimes de symbiose nationale. Il faut qu'on arrête toujours de diviser les gens, dans un sens comme dans l'autre. Que ce soit dans le camp gouvernemental, que ce soit dans le camp de l'opposition, il faut que les acteurs politiques arrêtent à un moment donné, devant la perte des vies humaines que nous voyons, il n'y a pas de politisation à faire. Je crois qu'à un moment donné, il faut quand même que les gens prennent leurs responsabilités et arrêtent ces petits jeux qui finalement sont très dégoûtants. Nous espérons que le message est passé. Alors, un bonsoir particulier à tous ceux qui nous regardent. Ils sont nombreux. On remarque d'ailleurs la présence du docteur Richard Macon, Yves Tahabam et bien d'autres, Salomé Nkolo. Bonsoir à vous. Alors, professeur, vous venez de faire paraître un ouvrage qui est intitulé Cheikh Anta Diop dans la sphère des relations internationales. Livre qui a été dévoilé dernièrement, c'était le 29 avril par visioconférence à l'IAI Cameroun, un livre de 197 pages et nous l'avons devant nous d'ailleurs. Alors professeur, d'emblée on peut se poser la question de savoir pourquoi avoir choisi d'écrire sur ce savant africain. La question c'est pourquoi est-ce qu'on n'écrit pas suffisamment sur nos génies, c'est ça la question. Et pourquoi on est toujours en train d'écrire sur des gens qui n'ont jamais réfléchi sur l'Afrique. Je n'ai pas de manque de respect pour Aristote, Platon et autres, mais je n'ai pas souvenance que ces gens ont jamais réfléchi une seule seconde sur l'Afrique. Or, nous les convoquons à chacune de nos sorties, comme si c'était des autorités sur les questions africaines. Moi, je conteste cela. Je ne pense pas que ce soit des autorités. C'est des autorités pour leur société. Ils ont fait beaucoup pour la réflexion dans leur société, et ils méritent pour cela respect là-bas. Mais ce ne sont pas des autorités pour moi. Parce que ce n'est pas des gens qui ont réfléchi sur nos problématiques et ils n'ont pas proposé des solutions pour améliorer nos sociétés. Donc je crois qu'il est temps pour nous, justement, de produire une pensée qui met en exergue nos penseurs, nos analystes, qui, eux, ont réfléchi sur nos questions. Quand vous regardez le parcours de Cheikh Anta Diop, c'est pitoyable de voir qu'il a fait des propositions toute sa vie, lesquelles ont été proprement ignorées pour la plupart. Et aujourd'hui, nous revenons sur des problèmes qu'il avait posés, voilà 40 ans, voilà 50 ans. Et je crois qu'on ne peut pas continuer comme ça, 60 ans après les indépendances, à toujours citer des gens... Bon, je pose une question toujours simple. Est-ce que pour les Gilets jaunes, en France, puisque la France est la référence pour certains Camerounais, est-ce qu'on a convoqué les écrits de Jean-Marc Ella pour comprendre la sociologie de la France? Est-ce qu'on a convoqué la pensée d'Angèle Bainvin pour comprendre ce qui se passe là-bas? Non. Et qui le ferait là-bas serait perçu comme quelqu'un de bizarre. Ah oui. Pourquoi est-il normal que quand il s'agit de l'Afrique, nous prenons des gens qui ne sont nullement des autorités africaines et nullement des autorités pour les problématiques africaines pour les citer comme des références qu'on cite et qu'on convoque par rapport à leur autorité? Pour moi, ils n'ont pas d'autorité. Et il me semble important de casser ce mythe qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à réfléchir sur nos problèmes de manière claire et de manière autonome. Voilà pourquoi Cheikh Anta Diop, aujourd'hui, hier c'était Thomas Sankara, avant ça c'était Nelson Mandela, avant lui c'était Muammar al-Kadhafi. Voilà des gens qui ont marqué le monde, en tout cas qui ont marqué l'Afrique, et qui l'ont payé cher pour la plupart, parce que justement c'est perçu comme de l'impertinence que de vouloir penser sa société quand vous êtes africain. Alors, Germain Otabela, qui est Cheikh Anta Diop? Ok. Cheikh Anta Diop est un savant parce que il est difficile pour nous de le ranger dans une spécialisation. C'est un savant. Il est sénégalais et il a fait de nombreux travaux sur l'histoire de l'Afrique. En histoire, nous le considérons comme un des premiers égyptologues. Le premier qui a pensé réécrire l'histoire de l'Égypte et qui a passé sa vie à montrer que seulement dans l'Égypte ancienne, on pouvait trouver toutes les références, toutes les solutions aux problèmes que rencontrait l'Afrique.
comme le professeur le disait, ça n'a pas été un long fleuve facile. Au contraire, il a rencontré de nombreux problèmes. Ses travaux, même parfois, ont été ignorés. Et on le classe comme un savant réactionnaire. C'est-à-dire, pour certains, tout ce qu'il a passé le temps à écrire était en réaction de ce que la communauté savante européenne affirmait. Mais, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, aujourd'hui, je suis totalement avec le professeur. L'Afrique a besoin de célébrer ses héros. Et ce ne sont pas ces savants européens qui le feront à notre place. Moi, je m'inscris dans le nouveau courant de l'histoire, la nouvelle histoire. Nous voulons réécrire l'histoire de l'Afrique, non plus sous le prisme de ces règles que les Européens nous ont inculquées. Imposées, vous voulez dire. Imposées, justement, merci. Nous voulons réécrire l'histoire de l'Afrique en nous inspirant de ce qui fait l'authenticité de l'Afrique. Et dans cette authenticité, Cheikh Anta Diop est le porte-flambeau. Tous les historiens africains sérieux ont pour point de référence les travaux de Cheikh Anta Diop. D'où les classez-vous, Fabrice Nimi? Déjà, Cheikh Anta Diop, nous pouvons le classer comme ces savants scientifiques, comme ces intellectuels africains qui ont touché ou du moins tutoyé l'érudition, si on peut se prêter à cet exercice, dans la mesure où, au-delà de sa spécialité de base à laquelle il s'en va mener ses études supérieures, notamment la chimie et la physique, il est confronté à une réalité selon laquelle il est question de réexaminer les thèses européocentristes qui avaient pour but de falsifier non seulement l'histoire de l'Afrique et de classer l'Afrique comme un continent ahistorique, c'est-à-dire qui n'a pas d'histoire. C'est dans ce contexte qu'il se propose donc, à travers ses travaux en chimie et en physique, de mener des études archéologiques et bien évidemment historiques, de montrer les thèses et d'affirmer les thèses selon lesquelles l'Afrique a bel et bien une histoire riche et dense, non seulement qui a un vaste passé historique à travers l'Égypte. C'est la raison pour laquelle il a eu à commettre un célèbre ouvrage Nation, Naître et Culture, qui déjà faisait l'objet de sa thèse, mais compte tenu des idées révolutionnaires dans le monde de la science qu'il affirmait, il n'a pas pu regrouper un comité scientifique pour évaluer sa thèse. C'est la raison pour laquelle, quelques années plus tard, ces travaux ont fait l'objet d'une publication et il a donc fallu qu'en 1956-57 par là, si nous avons bonne souvenance, qu'il fasse donc l'objet d'une soutenance publique à travers sa thèse Nation, Naître et Culture. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir dans ce célèbre ouvrage? D'abord, l'idée selon laquelle la plupart des peuples africains, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique australe et en Afrique de l'Est, ont une origine, du moins un territoire central qu'est l'Égypte ancienne. Et en raison donc des différents courants migratoires qu'a connu ces peuples en raison de l'assèchement des eaux du Nil, ces peuples se sont éradiés non seulement en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, mais aussi en Afrique australe. C'est donc la raison pour laquelle nous constatons que plusieurs peuples africains ont des similitudes culturelles dans leur mode de vie. Il essayait un peu d'expliquer tout ça. Il essayait d'expliquer cela, et même dans certaines pratiques sociales, que ce soit l'autochtonisme, l'organisation sociale même des peuples africains noirs, celui-ci a eu à démontrer que celle-ci était d'essence égyptienne. Donc voilà un peu comment nous pouvons classer Cheikh Anta Diop comme un intellectuel qui a eu à repenser même l'histoire de l'Afrique, repenser même les idées ethno-européocentristes qui avaient pour but de falsifier cette histoire et de classer l'Afrique comme un continent historique. Très bien. Alors vous venez de nous rejoindre à Bon Bébé Blaise. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Modeste. Alors, vous êtes diplomate et habitué également de ce panel. Bienvenue. Merci. Un mot sur Cheikh Anta Diop aussi? D'abord, je pense que c'est un grand plaisir, je veux dire un honneur, de parler de Cheikh Anta Diop en présence du professeur Kondi, qui vient de consacrer à l'ouvrage qu'on aura le temps de savourer. Thank you, Professor. You're welcome. You're welcome.
Alors, le professeur, justement, dans cet ouvrage, nous fait remarquer que Cheikh Anta Diop aurait anticipé sur les relations internationales, professeur. Oui, justement, cet ouvrage ne parle pas de Cheikh Anta Diop, l'égyptologue. Parce que j'estime que beaucoup de travaux sérieux et profonds ont déjà été commis sur Cheikh Anta Diop, l'égyptologue. Et pour ça, je demande aux auditeurs de se référer surtout à celui qui est encore vivant aujourd'hui, qui n'est autre que le Congolais, Théophile Obenga. Je pense que Théophile Obenga est aujourd'hui celui qui peut témoigner en vérité de ce qui s'est passé au colloque du Caire de 1974, où ils étaient les deux seuls valeureux Africains face à une vingtaine d'égyptologues de classe mondiale réunis pour contrecarrer leurs idées à eux. Et à la fin de ce duel intellectuel, de ce combat des titans, ils en sont sortis, personne ne peut le nier, vainqueurs. Même si il est vrai qu'ils n'ont pas gagné sur tous les terrains, il y a des choses sur lesquelles ils ont été contestés. Donc l'une des choses sur lesquelles je reviens, c'est de dire qu'ils ont contraint le monde pour la toute première fois à réécrire l'histoire des relations internationales. Parce que c'est la première fois, me semble-t-il, que des universitaires, des chercheurs africains imposent à l'UNESCO une conférence sur l'interprétation de l'histoire africaine, c'est-à-dire l'historiographie. Jusque-là, nous étions plutôt du côté de ceux qui subissent cette histoire et non de ceux qui l'analysent et donnent les fondamentaux de son développement. Et je crois que ça, c'est l'une des choses sur lesquelles je reviens pour dire que ça a été une première et ça a été une grande réussite parce qu'au départ, ils étaient 3. Il y a un qui s'est débiné, qui est parti, et ils sont restés 2. Et je pense que Cheikh Anta Diop, justement, a été un penseur des relations internationales. Il commet son tout premier article, il a 25 ans, en 1948, et c'est sur la renaissance de l'Afrique. Nous sommes en 1948. Et après cela, il parle de l'État fédéral, il va parler justement de l'intégration culturelle, il va parler d'un certain nombre de choses telles que la langue, une langue transafricaine, pour accélérer le processus d'intégration. Et vous voyez qu'aujourd'hui, avec la ZLECA, c'est la zone de libre-échange continentale africaine, on se demande bien comment et par quel miracle on va arriver à concrètement transformer ceci en bien public commun s'il n'y a pas une langue qui permet de parler du Cap, du Caire au Cap et de Dakar à Mombasa. C'est-à-dire, il nous faut un médium par lequel on peut effectivement faire du commerce, faire des affaires, faire du tourisme, faire de l'enseignement de l'Afrique sur l'Afrique et par les Africains. Vous voyez que c'est ce dont il parlait il y a de cela une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années, aujourd'hui devient d'une actualité incontestable. Ça, ce n'est que deux choses. Autre domaine dans lequel il va parler, c'est bien sûr l'industrialisation de l'Afrique. Il présente un plan détaillé sur le plan opérationnel, sur le plan programmatique, je dis bien détaillé, de l'industrialisation de l'Afrique. Nous sommes en 1960. Et c'est vraiment, j'allais dire, incompréhensible qu'aujourd'hui, nous en soyons encore à écouter des gens qui nous disent, sur 54 États en Afrique, il n'y a que 14% qui ont de l'eau et de l'électricité pour l'ensemble de la population. C'est quand même incroyable. Alors que quand vous prenez le plan d'industrialisation qui est dans le livre, détaillé, vous voyez qu'il avait tout expliqué. Où est-ce qu'on peut créer des industries? Comment on peut les faire marcher? Qu'est-ce que ces industries vont produire? De quelle façon? Que ce soit l'eau, l'électricité, que ce soit éolienne, qu'elle soit hydraulique, qu'elle soit solaire. Tout cela, il a parlé de ça. Il a parlé de la production des avions, la production des voitures, la production... Tout cela. Donc vous voyez que les Africains, nous manquons d'ambition. Nous manquons de croyance en nous-mêmes. Nous manquons de foi en nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'à l'époque, on a dû le prendre pour un fou. Comment quelqu'un qui est africain parle d'une Afrique où on construit des véhicules, où on construit des avions? Parce qu'au départ, Cheikh Anta Diop voulait être ingénieur aéronautique. Ah ouais. Et ça se voit très bien. Parce qu'il repère les endroits où se trouvent tous ces minéraux. Et il détaille, je dis bien détaille, comment est-ce qu'on peut exploiter cela pour faire de l'Afrique un continent autonome. Parce que nous avons absolument tout. Que personne ne vienne nous raconter des histoires. Nous avons tout.
Et ceux qui prétendent dominer le monde, en réalité, le font sur notre dos. Parce qu'eux, ils n'ont rien. Et la preuve de cela, vous prenez un pays comme la Suisse ou comme la Belgique, premier producteur de chocolat au monde. Ils n'ont pas une fève de cacao. Si vous pouvez comprendre cela, je suis vraiment ahuri de pouvoir dire ça. Et ce qui est vrai pour la Suisse, malheureusement, l'est vrai peut-être à un moindre degré, mais pour la plupart des pays, en tout cas européens, puisque les États-Unis ont quand même des ressources. Ils ont de l'or, ils ont un certain nombre de ressources, du pétrole qu'ils n'utilisent pas, mais qu'ils ont gardé en réserve stratégique. Ils en ont au Texas et autres. Donc, c'est pour dire que si nous concédons enfin à croire en nous-mêmes, à écouter nos génies, à ne pas toujours être en pamoison, courbé, tête baissée, devant les autres qui en réalité n'ont rien à nous apporter quand on regarde le fond des choses, eh bien nous allons avancer. Mais si on n'a pas cette foi en nous, toujours la main tendue, qui peut respecter un mendiant? Personne ne doit respecter un mendiant dans le monde. Mais on ne peut pas être des mendiants quand nous avons tout chez nous. Voilà un peu la raison pour laquelle je pense qu'il est important. Et Cheikh Anta Diop a été combattu. Et puis, il y a tout un chapitre qui montre les oppositions à son travail. Parce que ce n'est pas un chapitre, ce n'est pas un livre pour dire qu'il est parfait. Personne n'est parfait. Mais je crois qu'il c'est un homme extraordinaire, avec des capacités qui sortent de l'ordinaire, avec un génie que seuls les gens de mauvaise foi peuvent contester, et qui s'est donné vraiment pour l'avancée de l'Afrique, et sans voir toujours la possibilité pour lui de s'enrichir au détriment de son peuple. Il ne l'a jamais fait. Quand je dis de son peuple, je parle du peuple africain, parce qu'il parlait de la nation africaine et non pas du Sénégal seulement. Alors, professeur, oui, peut-être un mot avant de relancer le professeur. Je voulais juste continuer au débat sur Cheikh Anta Diop. Aujourd'hui, il est difficile de cerner, il est difficile de le contenir. Il est difficile de le contenir dans un secteur, comme le professeur a si bien dit, parce que Cheikh est quelqu'un qui va à la rencontre de l'Afrique dans toute son immensité, dans toute sa diversité. Et dans une époque où le maître colonial avait pour mot d'ordre la séparation de la pensée de l'action, c'est-à-dire qu'on voulait contenir ce qui se passe toujours avec nous aujourd'hui, on voulait contenir ceux qui pensent de ceux qui agissent, pour ne pas avoir cette relation entre le penseur et l'acteur. Cheikh Anta Diop réussit cet exploit d'être le penseur qui agit. Pas simplement, il reste dans le domaine de l'intellectualisme, mais il entre dans les opérations. Parce que Cheikh, en effet, est le précurseur de la pensée sur l'unité africaine. Le professeur a évoqué l'État fédéral africain. C'est lui qui évoque la possibilité d'avoir United Africa Must Unite. Même si ce n'est pas lui qui a écrit le livre. C'est pas lui qui donne cette expression, mais l'idée de Africa Must Unite va des penseurs comme Cheikh Anta Diop, qui, sur le terrain aussi, assistent aux mêmes discussions avec les politiciens, et qui va même jusqu'à, comme le professeur l'indiquait, détailler, qui explique comment et pourquoi est-ce qu'on doit arriver à ce niveau. Donc aujourd'hui, ça donne, quand on parle des défis qu'on rencontre aujourd'hui et des questions qu'on se pose, je pense qu'un débat sur la place, le rôle de Cheikh Anta Diop est un débat qui est bienvenu. Parce que nous réfléchissons dans le sens de donner une certaine ampleur à l'action africaine. Alors que dans un passé pas très lointain, nous avons eu des penseurs à l'acabit de Cheikh Anta Diop qui ont détaillé, qui ont donné un modus operandi. Malheureusement, je pense que aujourd'hui, quand on parcourt l'œuvre de Cheikh Anta Diop, on a cette tendance à regretter. On a cette tendance à regretter que peut-être nous n'avons pas été à la hauteur de la mission de cet illustre penseur. Et parce que vous parlez de l'œuvre, et en lisant le professeur Jean-Emmanuel Pondy, il s'inspire d'ailleurs de deux ouvrages de Cheikh Anta Diop, l'unité culturelle de l'Afrique noire et les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire. Alors professeur, voilà les livres qui vous ont
fait comprendre davantage que Cheikh Anta Diop a été le précurseur des relations internationales. Et quelque part, vous avez d'ailleurs dit qu'il est également précurseur du terme diplomatie culturelle. Oui, c'était l'adepte de cette approche, puisque il ne comprend pas pourquoi est-ce que la culture ne peut pas servir justement d'outil principal. Parce que la culture est ce qui caractérise le plus les Africains. Nous sommes la plus vieille culture au monde. Il n'y a pas un peuple qui a une culture plus âgée que la nôtre, plus vieille que la nôtre. Et quand vous voyez le manque d'assurance que nous exhibons à longueur d'années, se manifeste d'une manière simple. Regardez ce qu'on appelle aujourd'hui les instituts Confucius. Regardez les British Council. Regardez le French Cultural Center, le centre culturel, aujourd'hui on appelle ça, je pense, l'Institut français. C'est la matérialisation de ce que Cheikh Anta Diop dit. C'est-à-dire que si vous voulez avoir de la puissance dans le monde, il faut d'abord vous ancrer dans votre culture et la faire partager, la disperser à travers le monde, faire en sorte que les autres s'en imbibent et deviennent donc maintenant des gens qui vous comprennent et que vous pouvez manipuler. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors qu'est-ce qu'on voit? Nous avons tous ces centres ici, mais quel est l'équivalent de l'Afrique? Quel est le centre culturel africain que vous trouvez en Chine? Il n'y en a pas un seul. Or, les instituts Confucius sont dans plus de 100 pays, 102 pays exactement. Il n'y a aucune contrepartie. Vous savez qu'en diplomatie, il y a ce qu'on appelle la réciprocité. Donc quand vous passez les accords, normalement, si vous êtes un peuple qui croyait en vous-même, vous devez dire, nous vous concédons ceci, et en retour, nous demandons que vous nous concédiez aussi peut-être une grande maison de l'Afrique, une case culturelle africaine dans chacune des régions de Chine. Voilà ce qui montrerait que nous sommes des gens qui croient en notre propre culture et en la capacité de l'exporter et de l'industrialiser. Parce qu'on parle aujourd'hui des industries culturelles. La Chine a ce modèle qu'elle a utilisé. Ses restaurants sont dans le monde entier. Et elle commence toujours par ses restaurants. Après, c'est les acrobates qui viennent. Après, les acrobates, ce sont les commerçants. Vous êtes déjà embrigadés dans leur manière de penser. Et c'est comme ça qu'on doit faire. L'Afrique a des cultures qui sont non seulement multimillénaires, mais aussi d'une variété qu'on ne peut même pas imaginer. Mais si nous-mêmes, nous ne les connaissons même pas, et si nous-mêmes, nous les méprisons, parce que c'est ça le problème. Je vous dis, ça fait plus de 30 ans que je donne des conférences à travers l'Afrique, à travers le monde, bien sûr à travers le Cameroun, mais mes plus grands contempteurs, quand je dis que l'Afrique doit être une Afrique debout, digne et fière, mes plus grands contempteurs, disais-je, sont d'abord les Africains qui me disent que ce sont des rêves. Eux-mêmes n'y croient pas. À partir de ce moment-là, de quel développement vous voulez parler? De quelle avancée s'agit-il? Quand nous-mêmes, nous sommes les briseurs de rêves. Oui. Il n'y a rien qu'il faut espérer avec des gens qui ne croient pas en eux-mêmes. Donc, et c'est de ça qu'il s'agit. Moi, tout mon travail, c'est de transformer la pensée des Africains par rapport à eux-mêmes d'abord. Et les Africains, tant qu'ils n'ont pas cité des auteurs en latin ou des auteurs en grec, ils n'ont rien dit. Mais quel est l'équivalent que vous avez dans une autre culture au monde qui se comporte comme ça? Dites-moi. C'est d'ailleurs ce qui prouve aujourd'hui les concepts, on parlait tout à l'heure de diplomatie culturelle, Fabrice Némi, c'est comme nouveau aujourd'hui. Non, c'est pas nouveau, même si le concept en tant que tel est découvert dans le monde des relations internationales, mais le fondement, les prémices même de cette diplomatie culturelle avaient déjà été développées par les pensées de Cheikh Anta Diop qui disait l'Afrique ne peut s'unir qu'à travers le facteur culturel. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il promouvait
l'intégration culturelle, notamment dans son ouvrage pour les fondements économiques et culturels de l'État fédéral de l'Afrique noire. Et à travers donc, ces paradigmes, on se rend même compte que cette culture dont prônait, dont revendiquait Cheikh Anta Diop a beaucoup influencé le monde politique même des peuples africains, notamment l'Afrique australe. Si vous prenez par exemple l'hymne national de l'Afrique du Sud, Kosi Sikele Africa, il y a des similitudes à travers les hymnes nationaux, que ce soit de la Zambie, du Zimbabwe, de la Namibie et de la Tanzanie. Donc, le Kosi Sikele Africa a été un chant religieux créé par un Afrikaans en Afrique du Sud en 1897, et ce chant religieux a beaucoup influencé le mouvement de libération nationale en Afrique australe. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque la plupart de ces pays ont accédé à l'indépendance, ils ont érigé ce chant comme leur hymne national, que ce soit Robert Mugabe à travers la ZANU-PF. Même là, l'ANC a eu à concevoir ce chant religieux comme l'hymne national de son parti en 1925. Et avec l'élection de Nelson Mandela en 1994, l'Afrique du Sud a eu intégré cet hymne national. Mais je dois dire que l'église presbytérienne camerounaise ici aussi, c'est une chanson qu'on chante régulièrement. Oui, Zambou Zamboula, quelque chose comme ça là. Oui. Donc à travers ce chant, on voit donc à travers la culture, beaucoup de mouvements politiques ont été influencés à travers des éléments culturels. Donc la diplomatie culturelle a un rôle primordial même dans l'unité, que ce soit de l'Afrique et même dans le monde. Regardez par exemple le monde, la sphère des relations internationales. On se rend bien compte que le facteur culturel qu'est la langue, l'anglais, est un élément primordial pour la communication des différents acteurs des relations internationales. Vous vous rendez compte que ce soit les Allemands, que ce soit les Anglais, que ce soit les Russes, la plupart des diplomates s'efforcent à être bilingues, c'est-à-dire à maîtriser l'élément culturel qu'est l'anglais, puisque c'est la langue internationale la plus parlée. Donc on se rend bien compte que les Africains, à travers les similitudes culturelles qu'ils ont, notamment à travers les langues, on devrait s'efforcer à travers les politiques publiques de penser à une langue pour pouvoir concrétiser certains éléments d'unité culturelle, économique et même politique. Alors, professeur Jean-Emmanuel Pondy, au chapitre 3, vous parlez de la contribution de Cheikh Anta Diop dans le monde des relations internationales. C'est quoi concrètement? J'en ai déjà parlé. Quand j'ai pris la parole tout à l'heure, tout ce que j'ai dit faisait partie de cette contribution. D'abord, pour moi, c'est la conscientisation des Africains. Ce qui manque le plus aux Africains, de mon point de vue, c'est la conscience de ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils devraient faire. Beaucoup d'Africains, parce qu'on a été manipulés dans le système éducatif qui nous a été imposé très souvent, beaucoup d'Africains pensent qu'ils n'ont pas de décision à prendre, ils n'ont pas d'initiative. Et nous sommes murés dans un suivisme qui est catastrophique. C'est-à-dire que l'initiative ne nous semble pas devoir toujours venir de nous. Nous attendons qu'on nous dise. Nous attendons que ce soit les Nations Unies qui viennent d'y dire. Nous attendons que ce soit, etc. Donc, je n'ai rien contre les Nations Unies. Mais je pense que les premiers acteurs de leur propre vie doivent d'abord être les Africains eux-mêmes. Quand il s'agit de l'Afrique, nous sommes arrivés à inverser même les rôles, où nous pensons que nous devons simplement écouter ce qu'on dit sur l'Afrique. Et quand un Africain parle de l'Afrique, les Africains ont tendance à ne pas le croire. Quand un autre parle de l'Afrique, qui ne connaît pas l'Afrique, qui ne vit pas en Afrique, je vous assure que la tendance, je dirais, instinctive est de croire à cet étranger et non aux Africains. C'est ça qui doit changer. Et Cheikh Anta Diop, et d'autres aussi, Thomas Sankara a fait la même chose au Burkina Faso dans le domaine politique, ceux qui n'ont pas la maîtrise de leur destin ne peuvent rien apporter au reste du monde. Point, c'est tout. Donc si on ne comprend pas ça, et on pense que c'est en singeant les autres, en venant avec la capacité d'être autre chose que nous-mêmes, qu'on va influencer le monde, on se trompe lourdement. Je vous donne un exemple. Vous arrivez dans la plupart des pays africains, le rêve
bon, sauf avec le Covid qui est arrivé, 19 qui est arrivé, le rêve de la plupart des jeunes, c'est de quitter l'Afrique. Leur rêve le plus secret, c'est de partir. Pourquoi? Parce que dans leur tête, l'Afrique c'est l'enfer et le paradis c'est outre-mer, c'est-à-dire en dehors du continent. Cette vision, elle est catastrophique. Elle est catastrophique. Parce que l'Afrique est le continent où se trouvent les richesses du monde aujourd'hui. Et là où nous voulons courir pour nous réfugier, c'est l'endroit où on les transforme. Résoudre l'équation, c'est quoi? C'est de dire, à partir d'aujourd'hui, nous allons vous imposer la transformation de nos matières premières par nous-mêmes. Et c'est non négociable. Beaucoup de gens vous disent non, c'est impossible. Mais sachez que le choc pétrolier de 1973 a été une affaire purement africaine. Et ça, on ne le dit pas. Le choc pétrolier, il s'est agi de 4 pays africains. La Libye, vous comprenez pourquoi la Libye est toujours sur la liste rouge. Il y avait la Libye, il y avait le Nigeria, il y avait le Gabon et il y avait l'Algérie. C'est les 4 pays qui ont dit que trop c'est trop. Un baril de pétrole à $1,50, c'est incompréhensible. Et c'est donc eux qui sont allés voir après les Saoudiens. Le ministre saoudien du pétrole s'appelait Cheikh Yamani en 1972-73. Et on lui a dit, bon, nous on pense qu'on peut quadrupler même ce prix. Cheikh Yamani leur a dit, mais vous êtes fous. On va nous tuer tous. Et on lui a demandé de ne rien dire. Et c'est comme ça qu'ils ont donc créé une convocation de l'OPEP, où ils ont donc fait semblant de décider entièrement de prendre ça de manière collective. Et c'est comme ça que quand, en septembre 1973, on présente une facture quadruplée du pétrole, les Américains disent aux Saoudiens, non, ce n'est pas possible. Vous au moins donnez-nous le pétrole comme avant. Ils disent, on peut pas, c'est une décision de l'ensemble de l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Donc, c'est un exemple qui montre que c'est faisable. On est capable de le faire. La plupart du temps, vous entendez les gens dire « Oui, l'augmentation du prix du pétrole, c'était une affaire des Arabes. » Ce n'était pas une affaire des Arabes. C'était une affaire, certains Arabes qui étaient sur le continent africain, mais c'était d'abord une affaire des Africains. Cette histoire-là, combien d'Africains la connaissent? Et nous, qui sommes dans les amphithéâtres, pourquoi on n'enseigne pas ça à nos enfants? Pourquoi est-ce qu'on vient leur répéter des choses de Westphalie, 1648, le traité de Vladivostok, le traité de Vienne, etc. C'est important. Mais ce n'est pas ça qui va asseoir notre croyance et notre foi en nous-mêmes. Quand on parle des droits de l'homme, on ne leur dit jamais rien sur 1236, c'est-à-dire la charte du Mandingue, de l'Empire du Mandingue. Pourquoi est-ce qu'on parle toujours de 1948 ? Tout cela n'est pas sérieux. Et je pense que nous devons aujourd'hui dénoncer cette subordination intellectuelle de l'Afrique dont nous sommes les acteurs, il faut bien le dire, nous qui enseignons cela, et on doit non pas falsifier l'histoire, non pas falsifier les faits, mais mettre en exergue les faits qui montrent une Afrique qui a inventé, qui a créé, qui a résolu ses problèmes dans l'histoire. Ça existe. Et c'est ça qu'on doit montrer. Tout comme si vous allez en Chine, c'est ça qu'on va vous montrer. On va vous montrer une Chine vainqueur, une Chine gagnante, une Chine triomphante. Et c'est pour ça qu'ils disent l'empire du milieu. Si vous allez en Allemagne, qu'est-ce qu'on va vous montrer? On va vous montrer Deutschland über alles, l'Allemagne au-dessus de tous. Si vous allez aux États-Unis, on va vous dire America first. Mais c'est normal que chacun magnifie sa propre nation, sa propre civilisation. Il n'y a qu'en Afrique que nous-mêmes nous trouvons ça incompréhensible. Quel est le slogan populaire autour duquel les Africains sont d'accord? La marginalisation de l'Afrique. Là, les gens sont d'accord. C'est quand même lamentable que nous en soyons encore là. 60 ans après les indépendances. Alors, Germain Otabela, lorsque Cheikh Anta Diop dit par exemple que l'Afrique est le précurseur ou alors devrait aboutir à l'industrialisation des services et même des biens modernes, est-ce que vous vivez cela? Il avait parlé bien des années avant, nous sommes en 2020, est-ce que c'est perceptible? On se bat encore avec la ZLICAF. Le professeur vient de dire quelque chose qui est vrai. Nous n'avons qu'à observer autour de nous. Nous, Africains, nous ne croyons pas en nous-mêmes. Nous ne croyons pas en nous-mêmes et par conséquent, nous ne pouvons pas arriver à ces objectifs-là.
Moi, je dis souvent que le développement est d'abord une affaire de culture. C'est culturel. Mais si nous arrivons au stade où nos cultures sont marginalisées, comme il le disait, les jeunes rêvent aller chez les Blancs. On oublie que pour aller là-bas, le pays ou des destinations que nous choisissons ont été bâties pendant des années par les nationaux de ces pays-là. Si les Africains abandonnent l'Afrique, qui viendra la développer? Le véritable combat de Cheikh Anta Diop, c'est la conscientisation. Montrer à l'Africain que tout est possible. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, ça veut dire que l'Afrique a tout pour arriver au niveau de développement que nous pouvons aussi nous imaginer. Pour preuve, nous avons dans l'histoire l'Égypte. L'Égypte a été le berceau, le centre de l'intelligentsia du monde. Pythagore, Thalès et autres sont venus en Égypte apprendre. Et il y a quelque chose qui m'a souvent intrigué. Il y a en mathématiques un théorème qu'on appelle le théorème de Pythagore. Voilà une falsification de l'histoire. Pythagore et Thalès arrivent en Égypte pour étudier les mathématiques sur les pyramides égyptiennes qui ont été construites des siècles avant. 2500 ans avant Jésus. Avant Jésus-Christ. Et le grand architecte égyptien Imhotep avait fait tous ces calculs. Pour preuve, ces pyramides sont debout. Ça veut dire qu'au millimètre près, les calculs étaient bons. Ils sont arrivés et ils ont pris une formule qu'ils ont trouvée. Ils ont amené chez eux, on dit théorème de Pythagore. Il n'a rien inventé. L'Afrique devrait même porter plainte à des messieurs comme ceux-là. C'est une aberration. Je ne voudrais pas dire plagiat. Mais ils ont volé à l'Afrique ce qu'ils avaient de cher. C'est peut-être aussi parce qu'à un certain moment, les Africains eux-mêmes ne se prennent pas au sérieux. Le professeur le disait. Quand vous prenez les discours en Afrique, vous allez vous rendre compte que à chaque discours, on va vous citer un mot latin, un dicton latin. On va vous citer un penseur européen, on va vous dire ceci ou cela. Pourtant, l'Afrique a eu ses savants. Voilà Cheikh Anta Diop. Voilà Angèle Benveng. Mais combien d'hommes de science en Afrique ont le courage de les citer publiquement? Beaucoup partagent leurs travaux en aparté. Ils vont vous dire oui, vraiment, vraiment, vraiment. Mais quand il faut prendre la parole, on va vous parler de Rousseau, on va vous parler de Victor Hugo, on va vous parler de Platon et autres qui n'ont rien fait d'extraordinaire. Peut-être dans leur société à ce moment-là. Mais chez nous en Afrique, dans notre pays, le Cameroun, nous avons aussi eu des gens qui ont pensé la société et qui méritent d'être célébrés. Et il y a un grand penseur qui n'est pas très célébré au Cameroun. Quand vous lisez les travaux d'un monsieur comme Jean-Marc Ella, vous n'enviez pas un sociologue. Vous ne l'enviez pas. Et vous voyez, il est même en exil. Au Canada. Parce que chez lui-même, il a été persécuté. Il faut donner de la considération à ces hommes. Parce que l'industrialisation dont parle Cheikh Anta Diop n'est possible que si et seulement si il y a un changement de mentalité. Voilà pourquoi l'école, l'éducation doit être au centre de tout projet de développement. Si nous ne réussissons pas à mettre l'éducation au centre du développement, nous ne parviendrons jamais à cette industrialisation. Alors, les Africains peuvent aussi espérer sur les historiens comme vous, hein, Germain Otabela. Alors, à vous, à Bon Bébé Blaise, c'est quoi l'impact du travail de Cheikh Anta Diop au niveau de l'Afrique lui-même? Aujourd'hui, c'est premièrement, je dois dire que Cheikh Anta Diop entre dans... C'est-à-dire quand on est... Parce que je suis sorti du département d'histoire de l'Université Yaoundé 1. Quand on arrivait à l'université, c'était comme une culture d'être intellectuel. Quand on commence à parler de Cheikh Anta Diop. Et c'est un nom que j'entends, un professeur qui entre par Cheikh Anta Diop peut-être 10 fois par minute. Mais l'étudiant ne connaît pas l'immensité de l'œuvre. Je rencontre Cheikh Anta Diop dans mes études
en première année avec le professeur Oundigi en égyptologie. Et après le professeur Sarr, le Sénégalais, le professeur Sarr. Oui. Mais j'avoue que même jusqu'au moment quand je sors de l'université, je n'ai pas une idée précise de l'homme ni de son œuvre. Parce que nous c'est-à-dire l'éducation sur certains de ces savants africains, c'est une éducation, donc on utilise cette éducation, je peux même dire, dans la conception de l'examen. C'est-à-dire que j'ai un examen à faire et je dois rendre une copie. Mais vraiment, de l'œuvre, qu'est-ce qu'il représente? Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs qui essayent de donner une visibilité au travail de Cheikh Anta Diop. Nous avons l'honneur d'avoir le professeur avec nous. Mais je dois dire qu'il est à regretter. Il est à regretter que pour ce qu'on appelle aujourd'hui le développement africain, nous ne puisons pas assez dans ses œuvres. Nous ne puisons pas assez dans sa pensée. Il est vraiment regrettable que c'est en 2012 que les Africains peut-être se rendent compte qu'il fallait penser à la zone de libre-échange. De 2012 à 2020, nous voici, nous ne sommes pas encore capables de rendre opérationnelle la zone de libre-échange. Parce que sur notre chemin se posent des obstacles fondamentaux, y compris même l'idée que les autres continents se font de nous. Parce qu'aujourd'hui, on va nous dire qu'il est plus facile d'implémenter une zone de libre-échange entre le Cameroun et l'Union européenne que de l'implémenter entre le Cameroun et le Nigeria, que de l'implémenter entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Parce que les obstacles dont parlait Cheikh Anta Diop, des défis qu'on devait relever, nous avons passé 60 ans à ne pas vraiment penser sur ces problèmes. Aujourd'hui, quand on voyage, quand on a l'opportunité de quitter le Cameroun, je dois vous dire que pour aller en Afrique du Sud aujourd'hui, il est devenu plus compliqué que d'aller parfois en Allemagne. Si vous déposez une demande de visa pour aller en Afrique du Sud, la personne qui a déposé par rapport à l'ambassade allemande reçoit son visa peut-être quelque temps avant. Parce qu'il y a ce soupçon. L'Africain vit dans ce soupçon, le soupçon de l'autre. Le soupçon, peut-être on va voir entre le Nigérian et le Sud-Africain, le soupçon entre le Camerounais et l'Ivoirien, et même à des niveaux qu'on n'imagine pas, même à des niveaux les plus élevés. C'est ce manque de vision, ce manque d'ambition. Donc je veux dire que sur le plan intellectuel, on peut dire oui, Cheikh Anta Diop a influencé un certain courant. Mais aujourd'hui, alors que l'Afrique a le plus besoin de cette pensée de développement, de cette pensée qui va à l'action, qui pousse l'Africain à se voir à un certain niveau du monde, nous sommes malheureusement à la traîne. Et les faits récents, notamment l'histoire autour du Covid, nous renseignent davantage. Je crois qu'on a sur les mérites de l'Afrique. Sur les mérites de l'Afrique, nous renseignent davantage. Une fois, une maladie se déclenche à l'échelle planétaire. Elle fait des ravages en Europe, mais les Européens commencent à penser aux Africains. Ils commencent à faire des pronostics sur le score du match en Afrique. Jusqu'à faire même des papiers pour dire que non, vraiment, quand ça va arriver là-bas, il faut que le monde se... C'est le pire. Donc, en fait, ça va aussi, cette idée part de l'impression que nous-mêmes, Africains, de cette culture de la servitude, le professeur a parlé de la subordination intellectuelle. C'est-à-dire, on regarde, quand on veut regarder l'autre, on soulève la tête. Parce qu'on se dit qu'il est au-dessus de nous. Donc, je pense que aujourd'hui, l'heure est à la réflexion, mais aussi à l'action. Qu'est-ce qu'on peut faire de cette illustre pensée que nous a légué un savant de la dimension Cheikh Anta Diop. Alors, professeur, et aujourd'hui, donc, où est-ce que vous inscrivez Cheikh Anta Diop, disons, son idée ou ses idées dans l'évolution des relations internationales?
Bon, je crois que Cheikh Anta Diop, déjà, pour revenir même sur ce qui a fait de lui le penseur connu du monde entier, l'égyptologie, je crois qu'il y a deux questions qui montrent qu'il était dans le vrai. La première question, c'est par rapport à qui a construit les pyramides. C'est-à-dire, pour moi, c'est surréaliste qu'on en soit encore à ergoter là-dessus. Les pyramides sont construites 2500 ans avant Jésus-Christ. Nos amis et frères arabes s'établissent en Afrique du Nord au 6e siècle après Jésus-Christ. La question simple que je pose, comment des gens qui étaient absents, qui n'étaient pas là, ont pu bâtir des pyramides alors qu'ils n'étaient pas présents? Par quel miracle? C'est tout. Une fois que vous posez cette question, ils sont arrivés au 6e siècle après Jésus-Christ. Les pyramides sont là 2520 ans avant Jésus-Christ. Quel lien entre ces deux? Et pourtant, quand vous allez en Nubie, c'est-à-dire au Soudan du Nord, c'est des choses que j'ai vues. Moi, j'ai vu les pyramides d'Égypte. J'ai vu les pyramides du Soudan du Nord, qu'on appelle Couche la Nubie. C'est les mêmes pyramides. Et donc, le crime de Cheikh Anta Diop, l'inacceptable, ce qui est considéré comme de la provocation, c'est de dire que c'est la civilisation couchite qui s'est propulsée et qui a conquis l'Égypte et qui en a donc fait la civilisation qu'on voit aujourd'hui. Et ça, c'est inadmissible. Parce qu'une fois que vous acceptez cela, vous ne pouvez plus justifier l'esclavage, vous ne pouvez plus justifier la colonisation, vous ne pouvez plus justifier une présupposée culture scientifique bâtie sur la mathématique et la géographie et la géométrie. C'est impossible. Donc, c'est pour ça que c'est absolument irrecevable. Le discours de Cheikh Anta Diop est considéré comme subversif, dangereux et inacceptable. Jusqu'aujourd'hui. Quand j'ai commencé ce livre, il y a de cela 5 ans, je me suis rendu à la Sorbonne. J'arrive à la Sorbonne, je vois là où il a soutenu sa thèse. Cheikh Anta Diop, aujourd'hui, est interdit de cours à la Sorbonne, là où il a fait sa thèse. Il n'y a que l'université. Je crois que c'est à la rue, je ne sais pas comment ça s'appelle encore. Je crois que c'est Paris 4. C'est là où on donne des cours d'histoire africaine. C'est là où on parle de lui. Mais c'est un persona non grata sur le plan scientifique aujourd'hui. Parce que justement, la profondeur de ce qu'il a révélé montre la caducité de tout ce qu'on a inventé autour d'une supposée infériorité africaine. Donc, vous comprenez, c'est un problème. Et nous, les Africains, nous devons comprendre cela. Et celui qui me disait que Cheikh Anta Diop n'est pas sérieux et tout, c'était un Camerounais, là-bas, à la Sorbonne. Je lui ai dit que mon frère, mais est-ce que tu réalises même ce que tu es en train de dire? Tu es un répétiteur des choses que tu entends. Est-ce que tu as réfléchi toi-même à tout ce que tu entends là? On déverse ça sur ta tête. Mais est-ce que tu as compris? Africains qui pensent les relations internationales à travers l'Afrique, c'est-à-dire un peu sorti du cadre caduc des relations internationales où on nous a enseigné longtemps les concepts de Westphalie. À travers dans cet ouvrage, on peut donc déjà comprendre que pour ça, Jean-Emmanuel Pondy se positionne comme l'un des grands théoriciens des relations internationales africaines, notamment pour ce qui est de l'égyptologie, de l'histoire et même de la culture africaine. Car les œuvres, ou du moins les travaux de Cheikh Anta Diop révolutionnent même la manière avec laquelle l'Afrique entre même dans les relations internationales. Car l'Afrique, avec ses différents contacts avec les impérialistes, n'a pas pu garder ses biens culturels. Or, lorsque ces pays, la plupart de ces pays africains accèdent à l'indépendance, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup plus d'influence occidentale que celle africaine. Donc, à travers cette brillante ouvrage qu'a commis le professeur Jean-Emmanuel Pondy, il est pour nous question de repenser les relations internationales
africaine et pour que l'Afrique puisse davantage mieux faire prévaloir non seulement sa place au sein de la gouvernance mondiale, mais aussi prouver aux yeux du monde que même si nous avons été vaincus par la colonisation, nous pouvons nous repositionner sur la scène internationale. Car les États-Unis, malgré le fait qu'ils ont été colonisés, qu'ils ont été vaincus comme nous les pays africains, ont su davantage se positionner et cela a été mis sur pied à travers la doctrine Monroe de 1823 qui prônait l'isolationnisme même des États-Unis pour pouvoir mieux se positionner sur la scène internationale. Et c'est d'ailleurs ce courant que le président américain Donald Trump est en train de remettre sur pied à travers le slogan America First. Pourquoi les Africains, nous ne pouvons pas également penser à voir cette vision même de notre puissance sur la scène internationale? Mais il est beaucoup plus question que nos chefs d'État africains, nos dirigeants africains pensent l'intérêt de l'Afrique à travers les différentes politiques publiques qui sont mises sur nos États, qui sont mises dans nos États et également à travers les différents modes de gouvernance qui sont implémentés dans nos pays. Alors, à Bon Bébé Blaise, comment rattraper aujourd'hui ce qu'avait annoncé Cheikh Anta Diop au niveau de l'Afrique? Oui, je pense que le devoir nous incombe. C'est un devoir pour chaque Africain, du moment où il franchit l'âge de la raison, doit intégrer qu'il y a une culture africaine, une culture de développement qui nous impose le devoir de sortir de ces stéréotypes. Ces stéréotypes. Des stéréotypes. Donc, aujourd'hui, nous avons un certain nombre de projets à l'échelle continentale qui appellent une synergie des forces, notamment ce qui concerne l'intégration continentale, ce qui concerne l'augmentation des échanges que nous pouvons avoir entre nous comme pays africains, entre Africains. C'est-à-dire que dans les rouages de la pratique africaine, on doit pouvoir laisser tomber cette pensée des frontières, qui ne sont pas simplement les frontières physiques, mais qui sont aussi des frontières imaginaires, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'économie, dans le domaine de la politique. Je pense que les Africains doivent se réveiller. Nous n'avons pas le choix. L'année 2020 nous rappelle encore, avec intensité, avec force, le devoir de se réveiller. Et ce que Cheikh Anta Diop nous donne, c'est une philosophie. Parce qu'aujourd'hui, les Africains n'ont plus besoin d'aller chercher une philosophie de développement. Non, nous avons des illustres précurseurs qui ont fait un travail vraiment louable dans ce sens. Et qui avaient sur leur dos l'adversité du maître colonial. Parce que c'est pas quelqu'un, c'est vrai que si on devait s'intéresser à la vie privée de Cheikh Anta Diop, on doit trouver un homme bouleversé par la turbulence aujourd'hui. C'est-à-dire un homme qui a contre lui tout ce qui représente la connaissance occidentale, tout ce qui représente les philosophies lointaines, les Kant et tout, sur l'Afrique. Et je pense que les Africains ont aujourd'hui une base philosophique sur laquelle il faut bâtir. Et cela demande à ce que, il a si bien dit, c'est aussi une question du leadership africain. Du leadership africain. Si nous ne pouvons pas avoir des leaders qui peuvent regarder au-delà des greniers à l'extérieur, je ne veux pas dire FMI ou la Banque mondiale, si nous ne pouvons pas avoir des acteurs qui ne peuvent pas regarder qu'est-ce que l'Afrique regorge et aussi investir dans la transformation, dans le développement de ces ressources. Je pense que, comme a dit le panéliste, il est important de s'investir dans l'éducation. L'éducation, parce que nous avons d'abord des défis culturels. Le défi est d'abord, c'est du mindset mental. Quelle est l'impression que l'Africain s'est fait de lui-même aujourd'hui? Je pense que ça part de ce questionnement pour arriver à des actions qui peuvent nous permettre de sortir la tête de l'eau. Et professeur, est-ce que l'Afrique est prête alors?
quand vous posez la question sous cet angle, vous vous excluez vous-même de la... Est-ce que nous sommes prêts de la dynamique de changement? Parce que c'est comme si vous attendez que quelqu'un, quelque part, la rende prête. Non. C'est vous, ça vous incombe à vous de le faire. Et je pense qu'il faut maintenant qu'on comprenne que personne ne viendra faire avancer l'Afrique en dehors des Africains. Absolument personne n'a même intérêt à le faire. Donc, comme il disait tout à l'heure, mon prédécesseur, je crois que nous avons un problème, d'abord, dans la manière de nous percevoir nous-mêmes. Nous avons une auto-perception qui est très négative. Je ne pense pas que tout ce que font les Occidentaux est mauvais. Non. Ils défendent leurs intérêts et c'est normal. Nous devons défendre Ils défendent leur positionnement mondial et c'est normal. On ne peut pas leur reprocher cela. Ce qu'on peut reprocher aux Africains, c'est de ne jamais faire ça, ou de le faire très peu peut-être. C'est ça qui est incompréhensible. Mais on ne doit pas s'excuser de mettre l'Afrique en avant. Moi, je ne le ferai jamais. Et concrètement, je crois que votre radio est suivie dans le monde entier. Ah oui. Concrètement, il y a une série de publications que les Africains, surtout les jeunes Africains, doivent à tout prix connaître, lire. Quand vous voyez Kwame Nkrumah, Africa Must Unite, écrit en 1963, mais les choses que dit Kwame Nkrumah à ce moment-là, malheureusement, se sont révélées être vraies. Parce qu'il disait, si nous ne faisons pas ceci, alors attendons-nous à cela. Si nous n'entreprenons pas telle action, alors nous allons souffrir de telle manière. Malheureusement, ce qu'il a présenté comme un catalogue d'actions impératives et devant lesquelles il a été ignoré par ses pairs, eh bien, nous en sommes aujourd'hui à une recolonisation de l'Afrique. C'était à l'ordre du jour. Au département d'État, quand nous on faisait notre doctorat là-bas, dans les années 80, on parlait de recoloniser l'Afrique. C'était tout sauf un amusement. Mais nous sommes les seuls à ne pas comprendre cela. Et donc, moi, je propose qu'un livre comme celui-ci, il est sur Amazon. Prenez-le, lisez ce qu'il y a dedans. C'est pas parce que nous écrivons ça pour que la pensée africaine soit disséminée partout où cela est possible. Parce qu'aujourd'hui, l'arme de l'Afrique, c'est là où sont les batailles des idées. Et c'est là où précisément nous ne nous trouvons pas. Nous ne sommes pas là où se manufacturent les idées qui vont faire en sorte que vous avez de la puissance dans le monde. Il n'y a pas de puissance, d'action forte si vous ne les avez pas pensées avant. La plupart des Africains vous disent à quoi ça sert. Vous ne faites que réfléchir. Mais c'est ça notre travail. Une action forte est adossée sur une pensée solide. Il faut que nous comprenions ça une fois pour toutes. Et aujourd'hui, les Chinois connaissent les contours du monde de manière précise dans 50 ans. Comment le monde dans 50 ans va se présenter? Quel sera leur rôle dans ce monde? Comment vont-ils dominer la pensée mondiale? D'ici 50 ans, ils le savent, ils le connaissent dans le détail, ce qui n'est pas le cas des Africains. Nous allons continuer toujours nos improvisations, nos atermoiements, nos approximations qui feront qu'on n'aura jamais la capacité de maîtriser notre destin. C'est pour ça que je dis, prenons la connaissance et le savoir très, très au sérieux. C'est la précondition pour que l'Afrique change de paradigme et change de place dans le monde. Et c'est pour ça que j'invite les gens à aller, pas seulement mes livres, mais il y a beaucoup de gens qui ont écrit. Le dernier livre, c'est celui de Daniel Abois. Il a écrit sur une écriture de l'histoire des vaincus pour une Afrique qui gagne. Mais il m'a fait l'honneur de me demander d'écrire la postface de cet ouvrage, ce que j'ai fait. Mais c'est un ouvrage extraordinaire qui fait la somme des manquements. Et moi je dis, quand un maître de la pensée comme lui se courbe sur une feuille, écrit, arrêtons de minimiser ça et d'aller convoquer des gens qui sont à 12 000 km d'ici, qui ne savent quasiment rien de l'Afrique. Ceci pour dire qu'il y a des Européens qui sont d'excellents connaisseurs de l'Afrique. Quand vous prenez quelqu'un comme Basil Davidson. Basil Davidson, c'est un Anglais. C'est un africaniste exceptionnel. Je ne veux pas apparaître ici comme quelqu'un qui est contre l'Occident. Non, je suis contre l'Occident qui se bat pour une Afrique qui continue à être subordonnée. Je suis contre cet Occident. Mais il y a quand même
des gens, y compris aujourd'hui aux États-Unis ou en Europe, qui sont des bons analystes de l'Afrique. Mais ceux-là, vous pouvez effectivement les convoquer, mais pas des farfelus qui viennent raconter n'importe quoi. Alors, Otabela, peut-être, qu'est-ce qu'on pourra ajouter là, ce qui manque à l'Afrique aujourd'hui? Le professeur Artodi. Non, pas du tout. Nietzsche disait, les hommes ne tirent pas les leçons de l'histoire. C'est pour ça que l'histoire a tendance à se répéter. Oui, vous citez encore Nietzsche. Oui. Non, mais cela est vrai. Mais nous le citons parce qu'au moins ce qu'il dit est réel. Ah oui. Quand vous regardez aujourd'hui ce que Cheikh Anta Diop dit dans les années 1950, se vérifie aujourd'hui. Ce que Kwame Nkrumah dit dans les années 60, se vérifie aujourd'hui. Par conséquent, si l'Afrique aujourd'hui veut se développer, il faut forcément rentrer dans nos sources. Et ces sources sont là. Cheikh Anta Diop a tout fait. Kwame Nkrumah a tout fait. Pourquoi n'arrivons-nous pas à appliquer simplement leurs pensées? Et ça m'amène donc à revenir toujours à l'éducation. Il faut même revoir les programmes. Tout à fait. Parce que quand on passe le temps à enseigner une économie qui a des fondements qui sont occidentaux, une histoire qui a ses fondements qui sont occidentaux, une science politique qui a ses fondements qui sont occidentaux, forcément nous allons passer le temps à reproduire la société occidentale en Afrique qui ne tient pas compte de nos réalités. Et par conséquent, le modèle de développement que nous choisissons sera mauvais. Pour preuve, 1960-2020, si on fait un bilan, on va se rendre compte que l'Afrique n'a véritablement pas progressé. Simplement parce que les modèles qui ont été adoptés n'ont pas pris en compte ces réalités que les penseurs comme Cheikh Anta Diop, comme Kwame Nkrumah ont présenté comme base. Nous parlons aujourd'hui de développement. L'Afrique ne peut pas se développer si nous gardons les frontières que nous avons héritées de la colonisation. Il y a une aberration dans les textes, les textes qui créent l'OUA. Le respect des frontières héritées de la colonisation. Vous prenez un pays comme le Gabon, la Guinée équatoriale, le Cameroun, vous vous rendez compte que les mêmes peuples qu'on retrouve à gauche et à droite, les mêmes peuples qu'on trouve au Cameroun, on les trouve au Gabon, on les trouve en Guinée équatoriale. Ça pouvait permettre, quand on parle de diplomatie culturelle, ça pouvait permettre à ces trois États de créer un grand ensemble politique qui serait plus fort que les micro-États que nous avons. Ça permettrait que des échanges seulement entre ces trois pays nous mettent à l'abri des échanges avec les pays du Nord, qui pour la plupart ne permettent pas à nos pays de se développer. Donc on parle donc de diplomatie culturelle, c'est ce que Cheikh Anta Diop démontre. Nation nègre et culture. Tous les pays africains, tous les peuples qu'on trouve en Afrique ont un point de repère qui est la vallée du Nil. Dans leur langue, dans leurs croyances, dans leurs arts culinaires et tout le reste, vous verrez qu'il y a une proximité entre tous ces peuples. Et c'est ce que un de nos grands enseignants, le docteur Oumdigui, le professeur Oumdigui, a passé le temps à montrer dans ses travaux. Il nous montrait le continuum culturel entre l'Égypte pharaonique et le reste de l'Afrique. Il nous prend par exemple le cas du pain que nous portons dans la forêt aujourd'hui. Il montre comment est-ce que depuis l'Égypte ancienne, le pain s'est transmis de génération en génération. Et ça peut permettre à l'Afrique de bâtir une identité qui lui est propre. Et sur la base de cette identité, l'Afrique trouvera la voie de son développement. Mais si nous continuons à évoluer en rang dispersé, nous n'irons nulle part. Nous n'irons nulle part parce que nous avons embrassé ce chemin depuis 1960. Nous n'avons pas très avancé. Nous sommes sur place. Ça veut dire qu'il faut changer. Les livres comme ceux-là sont vraiment bienvenus et que véritablement les Africains, les Camerounais, s'approprient le savoir qui est dans ces livres pour booster le développement, le changement que nous souhaitons tous en Afrique.
Très bien. Alors, on retient que l'Afrique a bousculé à sa manière le monde des relations internationales à travers des savants comme Cheikh Anta Diop. Et mesdames, messieurs, Cheikh Anta Diop, dans la sphère des relations internationales, on a essayé de parcourir l'ouvrage pour mieux comprendre. Et professeur, comment s'enquérir de ce livre? Bon, on a un problème majeur qui est celui du Covid-19, qui fait qu'on ne peut pas en fait faire une dédicace en bonne et due forme. Comme nous l'avions fait pour Thomas Sankara, on a fait une dédicace où il y avait 900 personnes à Yaoundé, 600 personnes à Douala. Je crois que pour ce livre, ça aurait été encore plus, en réalité. Bon, mais malheureusement, on est obligé de dire que c'est à tel endroit. Bon, c'est à Dove pour l'instant, mais on peut même pas aller dans une librairie, parce que même la librairie... c'était fermé jusqu'à présent. Je ne sais pas s'ils ont ouvert là. Il y avait beaucoup de librairies qui étaient en sous-effectif, puisque les gens ne viennent pas, il faut qu'ils continuent à payer leurs employés. Bref, on a des problèmes conjoncturels, je dirais. Il y a ici à Dove, mais il y a un numéro de téléphone. Oui. Là-dedans, je pense qu'il devrait y avoir un numéro de téléphone. Quelque part ici. Voilà. Très bien. Voilà, ils peuvent appeler. Le numéro ou les numéros sont les suivants: 6 54 15 90 45. 6 54 15 90 45. Également le 6 55 70 26 56. 6 55 70 26 56. Vous appelez ces numéros, vous aurez une copie de ce livre. Et professeur, le coût? Bon, pour les étudiants, on va baisser les coûts. C'est-à-dire, on va voir ça. On met ça parce que la plupart de mes livres, c'est à 5 000 francs. Mais là, pour l'instant, on est obligé de mettre à 10 000 à cause du fait que, justement, il y a des problèmes. Mais disons que la maison d'édition est obligée de majorer à cause du Afrique Éveil. Mais pour moi, tous mes livres ont toujours été à 5 000 francs. Et on sera obligé de remettre ça à 5 000 francs, et surtout pour les étudiants. Et je dis ce que j'ai toujours dit, c'est que quand l'association des étudiants m'invite dans n'importe quelle université, si j'ai les moyens de me déplacer, parce qu'en général c'est à mes propres frais, je le fais. Donc il ne faut pas que les étudiants se disent non, il est trop loin, il est distant, etc. Ce n'est pas du tout le cas. Qu'on m'invite, bon, si c'est loin, peut-être à Marois, qu'ils prennent au moins le billet d'avion quand même. Mais si pour le reste, je m'en occupe, parce qu'il est question pour nous de ne pas rester dans notre tour d'ivoire. Il s'agit d'engager la jeunesse, de discuter avec elle, d'échanger avec elle. Et comme je l'ai dit, de transformer sa manière de penser. Parce que c'est ça notre problème. C'est que nous sommes notre propre handicap. Et la marginalisation de l'Afrique n'est rien d'autre que l'auto-marginalisation. Nous sommes nous-mêmes auto-marginalisés. On dit, oh, ça, c'est pas possible. J'entends souvent, même nos frères anglophones, ils parlent de colonial masters. Je dis non. N'utilisez pas ces termes. C'est des termes qui sont dans notre subconscient. Ils sont catastrophiques. Colonial masters. Les maîtres coloniaux. Voilà. Et que nous répétons. It's absolutely catastrophic. It is catastrophic. When I hear that, I'm always very, very, I would say, I'm really very annoyed to hear that. Because I think we normalize that. On pense que c'est normal. Et nous posons des actes dont nous ne sommes même pas conscients de la gravité. On m'a dit un jour qu'un étudiant, oui, a dit, mais qu'est-ce que le professeur Pondy et ses co-auteurs peuvent dire de plus dans l'ouvrage « Repenser le développement à partir de l'Afrique » que les Occidentaux n'ont pas dit. Vous comprenez la profondeur du mal qui est le nôtre. Mais vous imaginez, là-dedans, il y a 22 auteurs dans ce livre. Des géographes, des politologues, des historiens, des sociologues, des juristes. Tout ce monde a contribué. Et on dit non, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire de plus? Parce que pour eux, la norme, c'est bien sûr ce qui vient de l'étranger. Et ce qui vient d'Afrique ne peut jamais être bien. Je dis que c'est ça qu'il faut combattre. Et il faut, tant qu'on a cette manière de penser, on n'ira nulle part. Il faut donc d'abord nous réformer nous-mêmes. Changer notre attitude vis-à-vis de nous. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne peut pas donner de la puissance quand on ne l'a pas à l'intérieur de nous. Les Chinois ont montré qu'en 40 ans, on peut devenir la première puissance commerciale du monde. C'est le cas.
Et je pense que ce n'est qu'une affaire de quelques années avant qu'il n'aille au-devant des autres. Mais ce que je voudrais dire à ceux qui vous écoutent et qui nous écoutent, c'est qu'aujourd'hui, le 21 mai 2020, quand vous prenez le PIB par habitant consolidé de toute l'Afrique, nous sommes la 5e puissance mondiale. Je répète, nous sommes la 5e puissance mondiale aujourd'hui quand vous faites un agrégat de tous les PIB d'Afrique. Ce qui est vrai pour l'économie, l'est encore pour le tourisme, plus pour les touristes. Prenez les touristes qui vont en Égypte, au Maroc, en Tunisie, au Kenya, en Afrique du Sud. Il n'y a aucun continent qui peut avoir plus de touristes que nous. Donc, si on arrête cette division qui est absurde, qui est entretenue, nous n'irons nulle part. Si on arrête cela, nous allons avancer. Mais tout est d'abord dans le blocage psychologique qui est le nôtre et la haine de soi qui nous caractérise. Les Africains ont honte d'être eux-mêmes. Ils ont la haine de soi et on ne peut pas avancer. Voilà ce que je tenais à dire. Très bien. Alors, le professeur, il est d'ailleurs disponible à distiller le savoir et aussi la connaissance se distribue aussi dans les ouvrages comme celui-ci, Cheikh Anta Diop. Et sur dans Amazon, la sphère. surtout Amazon. Voilà. Oui. Alors, les relations internationales, vous pourrez vous en procurer. Mesdames, messieurs, on souffle pour revenir avec les quelques minutes qui nous restent parler de notre sujet. Ces conseils vous sont offerts par l'Union camerounaise de brasserie, UCB. Protective gestures to adopt in point of sale and consumption areas in this period. The COVID-19 continues to wreak havoc. Bars and other public places have reopened, but the disease is still present. Here are some tips to help protect us and others. Always wear your mask and have hydroalcoholic gel within reach. Disinfect your hands as much as possible once inside. If you are drinking more than once, ask for all your bottles and glasses to be supplied at once as well if possible. Check that the bar staff or waiter are provided with masks, that they wash their hands, and avoid areas that are not well aerated or too crowded. Keep your mask on as much as possible. Do not touch the front of it and respect the minimum safety distance. Avoid the kissing, hugging, touching, and do not shake hands. Avoid sharing your telephones. Disinfect your hands as you leave the point of sale. In case you are taking public transportation to go home, make sure your driver and other passengers have a mask on each. Isolate your clothing and shoes when you get home and take a shower before anything else. Be aware, be careful, stay alive. Royal FM 88.4. Retour sur ce plateau de regard sur la diplomatie. Mesdames, messieurs, nous sommes sur Royal FM 88.4. On va parler d'autres choses à présent. Hier, le Cameroun, on l'a dit à l'entame de cette émission, célébrait sa fête de l'unité. C'est vrai, contexte oblige. Il n'y a pas eu de célébration officielle. Mais ça reste là. 48e édition, c'était cette année. Vous, l'historien Germain Otabela, pourquoi la fête de l'unité ? De l'unité. Retouchez légèrement votre micro vers le haut. La fête de l'unité, c'est marque le couronnement d'un projet politique que le président Amadou Ahidjo avait. Pour comprendre la célébration du 20 mai, il faut rentrer dans l'histoire du Cameroun, partant du 4 mars 1916. Où cette entité, à l'époque qu'on appelait protectorat allemand, a été arbitrairement partagée entre la France et la Grande-Bretagne. À partir de ce moment, les Camerounais ont évolué. Le territoire qui portera le nom Cameroun a évolué en rang dispersé. D'un côté, un territoire qui sera soumis à la domination britannique, un autre qui sera soumis à la domination française. Et pour le premier parti politique camerounais, l'Union des populations du Cameroun, l'idée était de retrouver les frontières d'avant le 4 mars 1916. Malheureusement, pour l'UPC,
en 1948, où il est créé, ce projet politique posait problème à la France, qui ne pouvait en aucun cas accepter que le territoire accède à l'indépendance et soit réunifié. Voilà pourquoi le parti sera combattu. Mais malheureusement, les idées défendues par l'UPC étaient acceptées de la plupart des Camerounais. Voilà pourquoi même ceux-là qui étaient contre le projet politique ont retourné la veste à un moment donné et ont décidé d'appliquer le programme politique de l'UPC sans les leaders de l'UPC. Et c'est ce qui arrive avec l'Union camerounaise du président Ahidjo. Il est question d'arriver à l'indépendance et de récupérer cette parcelle des territoires qui était jusque-là sous domination britannique. Le plébiscite de 1961 survient et puis une partie du Cameroun décide d'aller au Nigeria, le Northern Cameroun, et l'autre partie, le Southern Cameroun, décide de rejoindre le Cameroun, la République du Cameroun. Il faut dire ici que le Cameroun français était déjà indépendant. Pour Ahidjo, ce n'était qu'une étape. La réunification constituait une étape qui allait permettre la reconstitution de l'unité nationale. En 1961, il y a donc cette réunification et puis à partir de ce moment, l'État, la République fédérale du Cameroun voit le jour. Il y a là des lourdeurs. D'un côté, on va retrouver un gouvernement fédéral, on va retrouver des gouvernements fédérés, on va retrouver une assemblée nationale fédérale, on va retrouver des assemblées nationales, des assemblées fédérées, l'État du Cameroun oriental, l'État du Cameroun occidental, bref, ça pesait un peu, c'était lourd dans l'administration. Voilà pourquoi est-ce que, à partir de 1966, le président Ahidjo décide d'unifier totalement le Cameroun en créant, en septembre 1966, oui, l'Union nationale camerounaise. Et à partir de ce moment, tous les partis politiques vont fusionner dans ce grand parti on va appeler le grand parti unifié. Et le projet de cette unification va aboutir le 20 mai 1972 à la création de la République unie du Cameroun. Voilà un peu brossé le cheminement qui va conduire le Cameroun vers ce qu'on célèbre chaque 20 mai, l'unité nationale. Et avec cette unité nationale, Fabrice Némi, est-ce que l'administration, dans sa gestion, s'est vue plus légère que par le passé? Non, déjà l'administration n'est jamais légère, d'autant plus que au vu des différentes dossiers autant pour nous, des différentes préoccupations du peuple, il n'est jamais aisé pour les administrateurs de remplir facilement les différentes missions qui leur sont assignées. Mais ce que nous pouvons dire quant à la gestion administrative du Cameroun, c'est que il y a eu un certain régressement des directions administratives, comme le prédécesseur venait de le dire. Il y avait plusieurs instances institutionnelles, que ce soit des assemblées politiques et même au niveau économique. Donc tout cela pesait un peu. Donc il était question pour le président Ahidjo et le Cameroun d'un peu faciliter la tâche aux administrateurs camerounais, et on sait bien que qui dit administration dit finance, et le fait que le pays soit unifié facilitera également l'acheminement ou bien la progression des différents projets de développement du Cameroun. Donc avec l'unification du Cameroun, l'administration est davantage un peu plus facile. Et quel état des lieux, professeur, on peut en faire depuis cet avènement du référendum de 1972? Moi, je crois que dans ce domaine, il faut être le plus sincère possible. Nous avons des problèmes. On a des problèmes sérieux, parce que c'est la première fois quand même depuis le début de l'État du Cameroun qu'on soit dans une situation aussi préoccupante. Je crois que si aujourd'hui on dit que les choses vont bien ou sont normales, je pense que ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Et nous devons vraiment nous poser les vraies questions pour aboutir aux bonnes réponses et enfin enclencher les vraies actions. Il y a une partie du Cameroun qui se sent mal à l'aise avec le cheminement que nous venons d'esquisser. Et cela est clair.
Mais pour moi, nous devons d'abord revoir notre manière d'enseigner le Cameroun aux Camerounais. Je pense que ce n'est pas normal que dans la partie anglophone, ils en savent plus sur le Cameroun que dans la partie francophone. Je ne sais pas si vous avez regardé l'histoire. Les livres d'histoire là-bas n'ont rien à voir avec les livres d'histoire de cette partie d'ici. C'est très important ça. Donc il y a un dysfonctionnement. La deuxième chose, c'est que je me suis rendu maintes fois dans la partie anglophone du Cameroun, maintes fois. Je ne suis pas sûr que les personnalités publiques que moi j'entends, qu'ils aient fait cet effort souvent. Je ne suis pas certain. Quand vous arrivez à un endroit qui s'appelle Sipissi-Bali, c'est un lycée, un collège, qui date des années 1930. Quand vous entrez dans la bibliothèque de cet endroit, vous vous demandez, est-ce que vous êtes au Cameroun ou ailleurs? C'est un trésor de documents extraordinaires. Vous regardez le comportement de ces enfants. Vous vous demandez, est-ce que c'est possible au Cameroun? Donc moi je pense que ce qui est vrai de Sipissi-Bali pour un francophone, l'est aussi vrai pour un anglophone quand il arrive peut-être au collège Vogt. Il se dit, mais il y a des endroits comme ça au Cameroun. Je pense qu'il y a un déficit de connaissance du Cameroun par les Camerounais. Ça, je crois qu'il faut le dire clairement. Vous avez des gens qui connaissent leur village, Yaoundé et Douala, et ont l'outrecuidance de vous parler du Cameroun. Pour moi, c'est de l'imposture. Et beaucoup de gens sont dans cette situation. Ils ne connaissent pas le Cameroun. Quand je reviens, moi, des États-Unis, je rencontre des touristes qui me parlent de Bouba Djida, qui me parlent de la boucle du Dja, qui me parlent... Je vous assure que j'ai eu honte. Nous sommes en 1986. J'ai dit que jamais de la vie, ça n'arrivera plus. J'ai fait plusieurs fois le tour des 10 régions. Donc quand je parle du Cameroun, je ne suis pas seul. Il y a beaucoup d'autres qui ont fait cet effort, que je salue et que je loue. Je ne suis pas pour dire que je suis seul, loin de là. Mais il faut que les responsables à un certain niveau soient obligés de faire le tour des 10 régions. Et si vous ne le faites pas, on ne vous donne pas votre diplôme de lyrique. Si vous ne le faites pas, on ne vous donne pas votre diplôme de l'ENAM. Si vous ne le faites pas, on ne vous donne pas votre diplôme de Polytechnique. Ça doit être une obligation aujourd'hui qui s'applique à tous les étudiants d'un certain niveau. On doit arrêter l'imposture. Et c'est ça qui conduit, à mon avis, à ces interprétations. Qu'est-ce qu'un Camerounais de l'Ouest a contre un Camerounais du Sud? Fondamentalement, rien du tout. Rien. On n'a pas de problème entre nous. Mais le problème, c'est la manipulation, l'instrumentalisation par certains politiciens véreux qui veulent opposer les Camerounais les uns contre les autres. Moi, je dis, on doit arrêter ça. Les Camerounais, non. C'est l'un des rares pays où, franchement, il n'y a aucune tribu qui ne salue pas l'autre. Il y a des pays en Afrique où d'être d'une tribu fait que dès qu'on entend ça, l'autre sort de la salle, il s'en va. Ça n'existe pas chez nous. Dieu merci. Il faut donc conserver cela dans tous nos quartiers. Vous voyez les gens, les mariages intertribaux aujourd'hui, c'est la norme. Je suis désolé. C'est la norme. Il y a peu de villages où vous n'avez pas tout le monde. Et donc quand on dit le Cameroun francophone ou les régions anglophones, c'est un abus de langage. La sociologie nous dit quoi? Il faut dire les régions majoritairement francophones. Il faut dire les régions majoritairement anglophones. Parce que 50 ans après les indépendances, la sociologie la démographie a changé. Il n'y a aucune région qui soit francophone au Cameroun. Il n'y a aucune région qui soit anglophone au Cameroun. Même nos villages. Dans mon village, en Gongmapoubi, j'ai peut-être 10% des gens qui sont des anglophones. Oui. Et qui sont établis là depuis maintenant plus de 20 ans. Ils ont leur chant, ils ont tout ça. Quand vous parlez des francophones, d'anglophones, faites très attention. Donc il faut qu'on arrête d'être des victimes des prismes des autres. Et on a un problème. C'est qu'avec les lois qui viennent d'être signées, c'est-à-dire qui viennent d'être votées à l'Assemblée nationale, sur la promotion du bilinguisme, la loi sur la langue, l'égalité des deux langues, on n'a plus le droit aujourd'hui d'accepter qu'on dise que le Cameroun est un État francophone. C'est une falsification de la réalité. On n'a pas le droit de dire que le Cameroun est un État anglophone. Donc il faut maintenant qu'on repositionne le Cameroun officiellement au niveau des Nations Unies. On envoie
une note officielle pour dire que nous avons 25 à 30% de notre population qui est anglophone. Et donc, on ne peut pas se considérer comme un pays francophone. Parce que vous entendez à Paris, on dit oui, les pays francophones, le Cameroun et les autres. Non, nous ne sommes pas un pays francophone. Nous ne sommes pas non plus un pays anglophone. Mais ce que nous sommes, c'est un pays bilingue. Et ça, c'est très important. Parce que c'est ça qui crée des frustrations. Quand une identité, une des composantes est totalement ignorée, et voire même rabrouée, ça crée des problèmes. Et je dis que c'est à la majorité de tendre la main à la minorité, c'est comme ça partout. On ne peut pas mettre les deux sur le même plan. On dit oui, mais ils nous ont fait aussi ça. J'étais à Boya, on m'a fait ceci, cela. Je dis non. Non, monsieur, ou non, madame. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est la majorité qui tend la main vers la minorité et non l'inverse. Alors, Abon Bébé Blaise, est-ce que, ou alors, qu'est-ce que l'État, le Cameroun en tant qu'État, nation unie, a apporté dans les relations internationales, dans la politique même étrangère de notre pays, le Cameroun? Allons-y, même comme nous n'avons plus que 10 minutes. Je te dis que ça, je suis né dans une bastion de la lutte, je peux appeler ça la lutte anglophone. Mon grand-père était Albert Mougon. Je connaissais. C'est-à-dire que je suis né vers la fin des années 80 et en ce moment, ils étaient déjà très retournés contre le projet d'unification. Mais dès le départ, et ça c'est la bénédiction que le Cameroun a eue et que les gens n'en parlent pas autant. Tous ceux qui étaient réunis autour de la table de Fumba étaient joyeux du fait que le Cameroun devait redevenir au moins se reconstituer dans une partie. Nous sommes le seul pays en Afrique qui a rejeté les accords de Berlin. Le seul pays, il n'y en a pas d'autre. Les territoires de Berlin, on a rejeté ça. À Fumban, francophones, si on peut appeler comme ça, comme anglophones, ceux qui se sont réunis à Fumban, les discussions ont eu lieu dans un cadre rempli d'ambition et d'espoir. Parce qu'ils se retrouvent à Fumban au bout d'un processus, qui en effet est le début d'un autre. Et comme le frère Otabela a expliqué, c'est au cours de ce processus que certains acteurs ont été soit frustrés ou bravoués et qui se sont retrouvés à l'extrémité de l'action de l'État. Et pour dire qu'aujourd'hui, quand on parle de l'unité nationale à partir de 72, on oublie de dire que le président Ahidjo, et là je tiens ça de récit de mon grand-père, le président Ahidjo en 72 n'essayait pas simplement de réunir les deux États fédérés. Parce que même au sein de l'Assemblée nationale de la République du Cameroun, à partir de 1960, il y avait une forte tendance fédéraliste. Parce que l'ancien Premier ministre, André-Marie Mida, constituait un front qu'on avait appelé à l'époque l'association des députés en dessous de la Damawa. C'est-à-dire qu'il y avait un groupe, je pense qu'il y a François Bayard qui évoque cette question, Jean-François Bayard qui évoque cette question dans l'État au Cameroun, qui avait une forte tendance de fédéraliste. Donc des gens qui estimaient que non, il faut qu'on retrouve notre nationalisme ethnique ou nationalisme, régionalisme ethnique, si on peut appeler ça comme ça. Donc le président Ahidjo, dans cette œuvre, regardait aussi au-delà du fait qu'il fallait peut-être baisser les charges liées à la main courante ou bien à la gestion des États, mais voulait aussi cristalliser. C'est pour ça que ça part du parti unifié. Il évite de dire parti unique ou dit parti unifié parce qu'il y avait un certain nombre de forces qui voulaient mettre ensemble. Donc, juste pour conclure en disant aujourd'hui que quand on parle de l'unité nationale, moi j'aime regarder au-delà du référendum. J'aime regarder au-delà pour dire qu'en effet, aujourd'hui, le Camerounais de la Damawa, comme le Camerounais de Limbe ou de Kiosi, a besoin de cette unité. Parce que chaque ville, comme a dit le professeur, chaque ville, chaque village est devenu un champ de démonstration de notre vivre ensemble, de ce qu'on doit avoir comme vivre ensemble. Je finis avec une petite histoire. Moi, j'ai épousé une femme du BAM.
Le jour quand je m'en vais faire la dot de ma femme à Nikinimiki, je suis surpris par un groupe de danse de jeunes gars qui sont venus du nord-ouest et qui ont appris qu'il y a quelqu'un qui venait prendre une femme ici qui est anglophone et qui sont venus volontiers avec un groupe de danse. Pour l'accompagner. Qui m'ont soutenu toute la nuit. Je paraissais comme peut-être un futur maire. Très bien. Et tout ce que vous avez évoqué là, ça a apporté quoi de plus dans la politique étrangère de notre pays? Bon, sur la question de la politique étrangère, il faut entrer. Nous pouvons dire que le président Ahidjo, sur la place internationale, notamment sur le chantier de l'unité africaine, voit le référendum de 72 comme une consécration du consensus. Parce que même si le président Ahidjo ne va pas l'avouer à cause des légaux interafricains qui existaient à l'époque, il partait de cette idée fouettiste qui visait à dire qu'on ne peut pas se prononcer sur la place internationale si nous n'avons pas une assise nationale confortable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une certaine c'est-à-dire c'est comme si quand on lui donnait un mandat en 72, une légitimité. Le président Ahidjo prend une certaine légitimité parce qu'il amène jusqu'à un certain niveau un processus d'unification. Je crois savoir quand j'ai lu ses discours, parce que le président Ahidjo faisait beaucoup de discours et il voyageait beaucoup. Je crois qu'il les connaissait très bien au Cameroun, parce que parfois on le voit dans les villages, en même lui, tu vois le discours du président Ahidjo à Banson, tout ça. Donc je pense que son idée était de réunir ce pays pour pouvoir agir avec plus d'efficacité sur la scène internationale. Vous savez que c'était quelqu'un, dans sa politique étrangère, a toujours voulu mettre le Cameroun à un certain niveau. Fier du Cameroun. Donc c'était cette fierté même personnelle qu'il voulait implémenter sur la scène internationale. Et malheureusement, les effets pervers de l'Union de 72 ont constitué une autre, des autres luttes pour le Cameroun sur la scène internationale. Parce qu'à partir de 72, il y a la question de, on peut appeler ça entre parenthèses, la dissidence anglophone, de ceux qui rejettent le référendum et qui constituent un front à l'international. Ce qui va se dégrader jusqu'aux années 83 et à partir de Ambazonia qui est donc né dans les années 90. Dans les années 90, Ambazonia et tout. Donc je pense que 72 peut être interprété. Watershed. Oui. You know, like some watershed. It's a watershed. Yes. C'est un point de départ. Dans foreign policy. Un point de départ. D'où, je dis, le président voulait avoir un certain socle, mais à partir de là, 10 ans plus tard, on se retrouve aussi avec des difficultés nées de ce rapprochement, peut-être forcé rapprochement. Fabrice Némi, est-ce que la politique étrangère du Cameroun aujourd'hui souffre d'un problème d'unité nationale? Oui, vous savez, en matière de politique étrangère, on ne peut jamais parler de politique étrangère sans évoquer les éléments de politique intérieure. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de distinguo entre, du moins, il faut toujours intégrer les éléments de politique nationale dans les éléments de politique étrangère. Cela étant dit, il faudrait donc que la politique étrangère du Cameroun soit davantage consolidée d'abord à l'interne. C'est-à-dire à travers les différents éléments même de base qui fondent même d'abord l'unité nationale d'un pays. C'est-à-dire l'état d'une population qui vit dans un sentiment de cohésion sociale et qui est animé par un sentiment d'appartenance à une même nation. Cela étant dit, on se rend donc compte qu'aujourd'hui, même cette unité nationale est fragilisée. D'abord même, au sein même de la cohésion sociale, qu'elle soit sur le plan interne et même sur le plan externe. Combien de Camerounais ont encore le sentiment même d'appartenir à l'État national qu'est le Cameroun, au vu des luttes qu'on observe non seulement même à l'intérieur du Cameroun pour des intérêts purement politiques, même au sein même de la diaspora camerounaise. On observe même que depuis même la cession d'indépendance du Cameroun, que ce soit en 60 ou en 61, il y a une bonne partie de la diaspora camerounaise qui ne s'est pas reconnue, du moins qui n'a pas reconnu la légitimité même politique, que ce soit du président Ahidjo et le président Paul Biya, tout simplement parce que
cette diaspora camerounaise a beaucoup plus été influencée par les idées révolutionnaires et indépendantistes de l'UPC. Or, aujourd'hui, on sait donc que cette diaspora-là souffre même de la crise même de légitimité. Il faudrait que l'État camerounais, à travers les gouvernants, reconstruise une unité nationale de telle sorte que nos politiques étrangères soient davantage plus fortes. Car d'autant plus que lorsqu'on se positionne sur le plan international, nos différents partenaires internationaux évoquent toujours l'unité nationale du Cameroun sur le plan du fédéralisme. Donc c'est un peu un problème qu'il est question d'arranger de telle sorte que le Cameroun puisse davantage se positionner sur la scène internationale à travers son facteur de l'unité nationale. Otabela Germain. Oui, je pense que l'unité nationale est un atout pour le Cameroun. Le Cameroun appartient à deux grandes organisations internationales, la francophonie et le Commonwealth. Ah oui, trois, la francophonie, le Commonwealth et la conférence du monde islamique. Oui, cela est dû à cette unité-là qui peut lui permettre de bénéficier des aides de ces trois grandes organisations internationales. Mais comme Némi vient de le dire, la politique étrangère d'un État n'est forte que si et seulement si sur le plan national, ça marche. Voilà pourquoi nous gagnerons à consolider véritablement cette unité nationale. Le président Ahidjo avait un projet, avait un rêve qu'il a certainement réalisé en 1972. Mais l'unité n'est pas un décret. L'unité se construit. Le professeur disait tout à l'heure que dès l'instant où deux communautés se retrouvent ensemble, une communauté qui est majoritaire essaye de rabrouer l'autre communauté qui est minoritaire, automatiquement les frustrations vont naître et les frustrations vont mettre en mal le projet d'unité. Je crois que le Cameroun aujourd'hui se retrouve dans cette situation-là. Les politiciens peuvent faire leur discours, comme ils le font d'ailleurs, mais la réalité, elle est là. Il y a problème parce qu'il y a une communauté qui se sent frustrée. Alors, il faudrait donc arriver à régler ce problème-là. L'unité doit se bâtir, doit se consolider véritablement pour qu'on n'ait plus à vivre ces frustrations et que la consolidation de cette unité permette au Cameroun un meilleur rayonnement sur le plan international. Alors, professeur, pour conclure. Oui, moi je pense que nous gagnerions à retourner la question et le problème. C'est-à-dire qu'on ne doit pas externaliser cela. Quand vous rencontrez des Camerounais, la plupart des compatriotes pensent que quelqu'un doit le faire, quelque part, et à un moment donné. C'est-à-dire qu'on s'exclut comme les acteurs de cette dynamique nous-mêmes. On pense que ce sera le gouverneur, c'est un membre du gouvernement, c'est le député, c'est le sénateur, c'est le maire. Non. Chacun dans sa maison, avec ses enfants. Qu'est-ce que vous dites à vos enfants quand vous êtes en train de déjeuner ou de dîner avec eux? Qu'est-ce que vous leur dites des autres tribus du Cameroun? Tout part de là. C'est très important. Moi, je dois vous dire que ce que dit un père ou une mère à ses enfants reste dans son subconscient toute sa vie. Ah oui. Et quand vous dites que méfiez-vous de telle tribu, méfiez-vous de telle autre, vous êtes en train de planter les graines de la haine. Ah oui. Et vous êtes donc un acteur majeur du tribalisme dans ce pays. Il faut qu'on dise cela clairement à tous les Camerounais qui nous écoutent pour qu'ils ne pensent pas que c'est l'affaire des autres. Parce que si nous sommes dans des problèmes aujourd'hui, c'est toujours les autres, ce n'est jamais soi-même. Il faut penser de manière exactement contraire. Quelle est ma part de responsabilité, moi, en tant qu'individu, dans ma vie quotidienne, dans le problème? Est-ce que je fais partie du problème ou je fais partie de la solution au problème? Si vous répondez à ça, vous êtes déjà en train de solutionner. Voilà. Alors, merci professeur, et nous sommes désolés de ne pas recevoir ces appels qui interviennent à la fin de l'émission et ces nombreux messages que nous n'allons pas lire, mais spécialement, je vais lire ce dernier. Bonsoir, monsieur le recteur Pondi. Merci de votre humilité de venir nous élucider.
au micro chaque fois dans le domaine culturel. C'est Mani Onana. Merci à vous. Beaucoup. Nous n'allons pas lire les autres messages, ils sont nombreux. Regard sur la diplomatie, c'est terminé pour ce soir. Ulrich Kemwe était à la mise en onde, au cadrage vidéo également. Et à la régie d'antenne, Carole Prudence Tientieux et Bertrand Ouna, coordination éditoriale. Roger Kieldekiki, coordination centrale. Supervision générale, pasteur Emmanuel Noël Bissaï. Au micro, Yves Modeste Ngué. Mesdames, Messieurs, retrouvons-nous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. D'ici à là, portez-vous bien et surtout, respectons les mesures barrières de lutte contre le coronavirus. D'ici à là, portez-vous bien et excellent week-end à tout le monde. Bonne fête du Ramadan pour les musulmans. Royal FM.